Nicolas Machiavel, la fin justifie les moyens. Nicolas Machiavel naît à Florence en 1469. On ne dispose que de rares informations sur sa jeunesse, excepté une brève mention à son sujet datant de 1497 dans le journal de son père. On peut en déduire qu'il a reçu une bonne éducation, sans doute à l'université de Florence. À partir de 1498, Machiavel fait ses premiers pas en politique et remplit de nombreuses missions diplomatiques pour le compte de la République de Florence. Après son retrait forcé consécutif au retour des Médicis à Florence, en 1512, il se lance dans divers travaux littéraires en attendant de retrouver un rôle politique. Il regagne la confiance des Médicis et le cardinal Jules de Médicis, le futur pape Clément VII, lui confie le soin de rédiger une histoire de Florence qu'il achève en 1525. Machiavel meurt en 1527 sans toutefois avoir réussi à renouer avec la politique. Pour vraiment comprendre la façon dont Machiavel conçoit le pouvoir, il faut connaître le contexte historique et politique dans lequel il a vécu. Machiavel est né à Florence l'année même où Laurent de Médicis, dit Laurent le Magnifique, accédait au pouvoir. Depuis une trentaine d'années, la famille Médicis contrôlait la cité-État et la dirigeait de fait, sinon de droit. Le gouvernement de Laurent fut une période exceptionnellement faste pour la création artistique. Le règne de son frère Pierre, surnommé l'Infortuné, qui lui succéda en 1492, fut en revanche de courte durée, car en 1494, l'armée du roi de France Charles VIII envahit l'Italie. Contraint à la reddition, Pierre fut chassé de Florence par une rébellion de ses concitoyens, et la ville devint une république. Le prieur du couvent Saint-Marc, le dominicain Jérôme Savonarola, devint alors l'homme fort de Florence. Sous son gouvernement, la cité-État connut un régime démocratique, mais après avoir accusé le pape de corruption, Savonarola fut finalement arrêté et condamné au bûcher pour hérésie en 1498. C'est à cette époque que Machiavel fit ses débuts dans la politique florentine en devenant le secrétaire de la deuxième chancellerie. L'invasion française en 1494 avait plongé l'Italie dans une longue période de troubles. À l'époque, la péninsule était morcelée en petits États, dont les plus importants étaient la Papauté, Naples, Venise, Milan et Florence. Les grandes puissances étrangères, en premier lieu la France, l'Espagne et le Saint-Empire romain germanique, se disputaient le contrôle du pays. Face à leurs armées, Florence n'était pas de taille à résister. Machiavel passa 14 années de sa vie à effectuer des missions diplomatiques d'une ville à une autre pour tenter de préserver les intérêts de sa ville. Au cours de ses pérégrinations diplomatiques, Machiavel fit notamment la connaissance de César Borgia, le fils du pape Alexandre VI. Le pape était un personnage puissant dans le nord de l'Italie, et il représentait une sérieuse menace pour Florence. Bien que César fût l'adversaire de Florence, et malgré ses convictions républicaines, Machiavel fut impressionné par son énergie, son intelligence et son talent. Il est l'un de ceux qui devaient lui inspirer son plus célèbre ouvrage, Le Prince. Le successeur d'Alexandre VI, le redoutable pape Jules II, était lui aussi une forte personnalité. Son habileté militaire et sa fourberie politique devaient fortement marquer Machiavel. En 1511, les Florentins choisirent de se ranger du côté français, contre le pape et ses alliés espagnols. Mal leur en prit car les Français perdirent la guerre en 1512. Les Espagnols mirent fin à la République en rétablissant le pouvoir des Médicis. Machiavel aurait sans doute pu poursuivre sa carrière politique, mais en 1513, il fut accusé d'avoir participé à un complot contre les Médicis. Arrêté, torturé, il fut finalement relâché au bout d'1 mois de prison. Il tenta alors de retrouver sa fonction, mais sans succès. C'est dans cette retraite forcée qu'il entreprit d'écrire un livre, afin de le dédier au chef de file des Médicis de Florence, Julien de Médicis. Ce dernier étant mort avant la parution de l'ouvrage, Machiavel le dédia finalement à son successeur, Laurent II de Médicis. Le livre se présentait sous une forme assez en vogue à l'époque, celle d'un traité destiné à l'édification des princes.
Son ouvrage spirituel et cynique, Le Prince, témoigne d'une compréhension subtile et profonde de l'Italie en général et de Florence en particulier. La thèse de Machiavel, c'est qu'en politique, la fin justifie les moyens. Ce qui fait l'originalité du Prince, son livre, c'est qu'il écarte délibérément toute référence à la morale chrétienne. Machiavel donne au prince des conseils pratiques d'un réalisme brutal. L'approche machiavélienne est centrée sur la notion de virtu. Il ne faut pas prendre le mot au sens moderne de vertu morale, mais plutôt au sens médiéval de capacité ou d'efficience propre à une chose, par exemple les vertus curatives d'une plante médicinale. Machiavel examine la vertu des princes, c'est-à-dire l'ensemble des capacités et des aptitudes qui sont mises en œuvre dans l'exercice du pouvoir. Le terme de virtu renvoie aussi à la force virile. Vir en latin signifie homme, et cet aspect est présent dans ce qu'en dit Machiavel à propos du prince comme à propos de l'État. Machiavel affirme qu'un dirigeant ne doit pas être entravé par la morale, mais qu'il doit faire ce qu'il faut pour assurer sa propre gloire et la fortune de l'État qu'il dirige. Machiavel ne dit cependant pas que la fin justifie tous les moyens, quels qu'ils soient. Un prince avisé doit éviter de recourir à certains moyens, même s'ils lui permettraient d'atteindre les buts recherchés, si leur utilisation l'expose lui-même par la suite à de nouveaux dangers. Les moyens à éviter sont ceux qui conduisent les sujets à haïr leur souverain. Un prince peut se faire aimer ou se faire craindre, les deux de préférence, dit Machiavel. Il doit toutefois éviter de se faire haïr, car la haine engendre la révolte. De plus, un prince qui maltraite inutilement ses sujets sera honni et méprisé. Or, un prince doit passer pour être compatissant et non cruel. Mieux vaut ne sévir durement que contre quelques-uns afin de faire régner l'ordre social qui à long terme sera bénéfique au plus grand nombre. Par ailleurs, le principe selon lequel la fin justifie les moyens ne s'applique au seul prince et en aucun cas à la façon dont doivent se conduire les simples citoyens. Pourtant, même à leur propos, Machiavel montre un certain dédain à l'endroit de la moralité chrétienne traditionnelle, qu'il considère comme débilitante et par conséquent nuisible à la puissance de la cité. On peut penser à bon droit que Le Prince, son livre, ne reflète pas les convictions réelles de Machiavel. D'abord et surtout parce qu'il a développé dans son autre grand ouvrage, Les discours sur la première décade de Tite-Live, des idées diamétralement opposées à celles du prince. Dans ces discours, Machiavel défend l'idée que la République est le régime politique idéal. Le principal n'est acceptable que dans les États où l'égalité n'existe pas et ne peut pas être instituée. Peut-être Machiavel pensait-il véritablement que dans ce genre d'État, les gouvernements doivent se comporter selon les principes qu'il décrit dans Le Prince. Si dans certaines conditions, un prince peut être un mal nécessaire, il est préférable qu'il gouverne au mieux. Or Machiavel estimait que, vu le chaos politique dans lequel Florence était plongée, il lui fallait un dirigeant à poigne pour la remettre en ordre. Le fait même que Machiavel ait écrit Le Prince dans l'espoir de rentrer en grâce auprès des Médicis insiste à le lire avec prudence. On trouve néanmoins dans Le Prince bon nombre d'idées dont on peut penser qu'elles reflètent les convictions réelles de Machiavel. Par exemple, l'idée que la défense de la cité doit être assurée par une milice citoyenne plutôt que d'être confiée à des mercenaires. Mais comment faire la part entre ses convictions véritables et ce qu'il tente de faire croire ? On peut certes poser que Machiavel est plus sincère lorsqu'il s'écarte des opinions supposées du dédicataire auquel il s'adresse, mais une telle approche ne nous livre guère le fond de sa pensée. Le fait qu'il l'ait écrit non point en latin, la langue de l'élite, mais en italien, la langue du peuple, semble indiquer qu'il s'agit d'un pamphlet satirique. Il est certain que Le Prince peut se lire de façon ironique au second degré, auquel cas il amène à conclure « Si c'est ainsi que doit se comporter un bon prince, alors il nous faut à tout prix éviter ce mode de gouvernement. » Pour peu que l'on discerne la même distanciation ironique derrière la formulation cynique selon laquelle la fin justifie les moyens,
alors ce petit essai à la simplicité trompeuse se révèle bien plus riche et complexe qu'il n'y paraît à première vue. Citation. Comme il est difficile pour un peuple accoutumé à vivre sous un prince de préserver sa liberté. Il faut comprendre qu'un prince ne peut pas observer toutes ces choses qui sont considérées comme bonnes parmi les hommes.